bonjour aux nouveaux et rebonjour aux anciens qui étaient là avec nous tout à l'heure. Donc on va continuer sur le sujet de la cyber, mais plus particulièrement sur le volet du Cyber Resilient Act, qui arrive aussi à grands pas, tout comme le règlement machine. Peut-être un peu plus connu, je suppose en tout cas, que le règlement machine. Et donc nous avons la chance effectivement d'avoir deux experts du domaine. Delphine, qui était là tout à l'heure avec nous, qui est plutôt du côté juridique et qui va nous éclairer effectivement sur la responsabilité du dirigeant par rapport au CRA et notamment au niveau contractuel, tout ce qu'il va falloir mettre en place au niveau de la gestion des sous-traitants, de la sous-traitance, des achats et bien sûr l'engagement derrière du dirigeant. Et puis donc Amine, qui est du bureau Veritas, le bureau avec un R ici, qui va effectivement nous expliquer ce qui se passe actuellement ou ce qui va se passer et ce qui probablement va se passer par rapport aux organismes de notification, tout en sachant quand même qu'il faut mettre un bémol là-dessus, c'est qu'on a encore beaucoup d'inconnus. On est en pleine définition du CRA, les organismes notifiés ne sont pas encore identifiés. L'Europe est en train de rechercher des experts qui vont expertiser, des experts qui vont vérifier que les organismes de notification, enfin vous comprenez, c'est assez compliqué. Par contre, pourquoi on aborde le sujet de manière importante? Il y a une date extrêmement précise, c'est 11 septembre 2026. Je ne sais pas si elle a été choisie comme telle, mais en tout cas qui arrive très vite, c'est la gestion des vulnérabilités, important sur les produits en legacy. Donc je pense qu'on va aborder ce sujet-là. Donc c'est vrai que le CRA, même si ce n'est pas applicable aujourd'hui, il faut s'en préoccuper maintenant. Donc, et moi je ferai l'animation, le nez rouge, les chaussures et tout ce qu'il faut. Donc, par rapport au sujet, je vais vous laisser vous présenter. Delphine, rapidement, et puis on abordera effectivement la première question, c'est positionnement de la cyber, du CRA par rapport à vos environnements. Quelle est votre vision à vous, vision juriste et vision organisme de notification par rapport effectivement à cette nouvelle règle de cybersécurité? Delphine. Bonjour à tous, Delphine Guigui, donc avocate spécialisée dans l'industrie et dans ces sujets avec une appétence pour la technique. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les organismes de contrôle pour donner aux entreprises la vision complète pour permettre d'assurer la conformité technique d'un côté et nous, l'exposition juridique, parce que c'est pas parce que le produit, la machine est conforme techniquement qu'il n'y a pas une exposition juridique et il y a des éléments à prévoir par rapport aux obligations du CRA. Donc comme il a été dit, il y a deux dates dans le CRA, c'est 11 septembre 2026 et après c'est à la fin de l'année 2027 où toutes les obligations doivent être remplies. Et donc il y a un certain nombre de choses à faire. Question responsabilité, comme je le disais dans l'autre atelier, le CRA, c'est une responsabilité de l'entreprise quand on n'a pas rempli les obligations type inventaire des composants numériques, mais une responsabilité personnelle du dirigeant. Donc il y aura à la fois la responsabilité de l'entreprise. Et ce qui est important et qui n'est pas le cas dans le règlement machine, c'est que les autorités peuvent retirer les produits du marché de manière préventive si lors d'un contrôle on se rend compte, ou pour être honnête ça va être sur dénonciation je pense, des concurrents, ceux qui auront fait l'effort peut-être d'en faire un avantage concurrentiel. Donc cette possibilité de retrait sans qu'il y ait une procédure quelconque, ça pour moi c'est la vraie épée de Damoclès, bien plus que la responsabilité pénale, parce que si vous ne pouvez plus commercialiser vos produits, là c'est un sujet. Et bonjour à tous, donc Amine Kirat, je suis responsable commercial de l'activité cybersécurité au LCIE Bureau Veritas. Donc le groupe Bureau Veritas est spécialisé dans les essais, l'inspection, l'audit, la certification. Donc on est plus de 4000 collaborateurs dans le monde et donc le LCIE fait partie de la business unit Consumer Product Services et effectivement on est notifié pour la RED et on fait les démarches pour être notifié pour le CRA. Donc on a ce retour d'expérience notamment sur la directive RED qu'on voulait vous partager, mais la complexité avec le CRA c'est que le scope est beaucoup plus large et donc beaucoup plus d'entreprises vont être impactées et également, comme le disait Delphine, les conséquences sont beaucoup plus importantes également. Alors, merci d'avoir abordé la directive RED, c'est quand même un point important. Enfin, elle existe déjà. Il y a le volet cyber de la RED pour les IoT. On a un petit peu de recul sur le sujet puisque mise en application 1er août 2025, la vision de l'organisme de notification qui évalue en fin de compte ces IoT. Quel est ton regard justement sur
l'implication des entreprises, des fabricants d'IoT par rapport à l'intégration de ces exigences cyber et comment ils se situent actuellement en termes de conformité. Quelle est votre vision, vous, en termes de prise en compte du volet cyber dans les IoT? Ouais, alors ce que je dirais, c'est que ça a mis un peu de temps à se dessiner parce que c'est finalement la cybersécurité était vraiment un sujet qui était nouveau pour beaucoup, même pour nous en tant qu'organisme notifié. Et aujourd'hui, on a même des clients qui sont en train de finaliser leur dossier RAID, donc c'est dire, et en même temps, il faut enclencher le dossier CERA. Donc finalement, moi, il y avait quelques points de vigilance que je voulais mettre en exergue. Comme je l'ai un peu dit en introduction, c'est que, attention, le scope du CERA, il va être beaucoup plus large que la RAID. On parle notamment des applications mobiles, de tout ce qui est cloud, tout ce qui est IoT, et ça, c'est des sujets qui sont nouveaux. Deuxième point, comme on a eu pour la RAID, le CERA, vous savez, il y a des domaines qui sont exclus, le maritime, le militaire, l'auto, etc. Cependant, on a beaucoup de clients qui vont avoir des produits qui sont à la fois dans ces domaines-là, typiquement des produits qui fabriquent des dispositifs médicaux, vont également avoir des gammes de produits, par exemple IoT. On a le cas aussi pour l'auto, j'en discutais juste avant avec des personnes de chez Navia. Et dans ce cas-là, le piège, ce serait de dire le CERA, nous, on est exclu. En revanche, pour leur gamme qui est considérée plutôt comme un IoT, le CERA va s'appliquer. Et là, si ces entreprises n'anticipent pas ces problématiques, elles pourraient se retrouver pénalisées via toutes les contraintes qu'il y a. Et puis, comme le disait Jean-Christophe, ces deadlines, le retour d'expérience qu'on a, parce que là on est vraiment sur les sujets entre la RAID et le CERA, c'est que les clients n'ont pas toujours conscience des deadlines. Donc là, effectivement, ils ont en tête décembre 2027. En revanche, la première deadline de septembre 2026, celle-là, c'est peut-être la plus compliquée. Pourquoi ? Parce que il va falloir, donc c'est la partie Active Reporting, montrer que vous avez implémenté les bons process pour communiquer aux autorités, à l'ANSSI, à l'ENISA, le cas échéant, comment vous allez informer vos clients pour aller patcher les outils nécessaires pour corriger les vulnérabilités. Ça, c'est vraiment une approche qui est vraiment nouvelle pour les clients. Et s'ils ne sont pas prêts pour cette deadline de septembre 2026, ça va vraiment être problématique. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il va falloir travailler avec d'autres types de collaborateurs. Typiquement sur cette partie process, quand on pose la question au client, qu'avez-vous fait ? La réponse généralement, c'est rien. Qui prend la main au sein de votre entreprise ? Ils ne savent même pas. Et donc, c'est vraiment anticiper et grosse vigilance sur cette première deadline de septembre 2026. Alors moi, de mon côté, sur la RAID, je voulais juste souligner un élément. C'est l'accès aux données pour vos clients qu'il faut, enfin si vous êtes fabricant, intégrateur, distributeur, c'est que maintenant il faut laisser l'accès gratuitement aux données du client. Par contre, si c'est un concurrent, un tiers, on peut mettre des restrictions par la voie contractuelle. Concernant le CERA, moi j'avais identifié plusieurs impacts concrets, donc je vous ai parlé du retrait. Mais le numéro 1 pour moi c'est le référencement client, parce que dès aujourd'hui, en tout cas les grands donneurs d'ordre, mettent cette contrainte depuis quelques semaines dans les cahiers des charges. Donc si on ne répond pas à ces demandes, ou si quand on vous pose la question donnez-moi la déclaration SBOM de l'inventaire des composants numériques, vous n'avez pas réfléchi, donc vous n'êtes pas capable de sortir ça, vous allez tout de suite être exclu des marchés. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. Le deuxième, c'est le coût du support de 5 ans, puisqu'on va être tenu d'avoir un support gratuit sécurité pendant 5 ans, qu'il faut donc intégrer dans son chiffrage et dans ses budgets. Donc le nerf de la guerre, c'est quand même les aspects financiers, donc c'est important d'en parler. Aspect assurance, à vérifier. Les amendes CERA ne seront pas assurables, donc l'assurance ne peut pas couvrir. Et les produits, il faut vérifier que l'assurance responsabilité civile, et la plupart c'est pas le cas, c'est un point d'alerte dans les groupes ou dans les sociétés. Vérifier que si on a une vulnérabilité de sécurité sur un produit, notre assurance va couvrir. Il faut le traiter pour que dès à présent, vous soyez couverts. Pour l'instant, la plupart ne sont pas couverts, mais les assureurs couvrent ce risque. C'est le risque de votre produit qui va présenter une faille. Et ça, pour moi, c'était très important de vous en parler.
Et après, le vide, pour moi, qu'il y a entre règlement machine et CRA qui sont pas traités de la même façon, c'est que le règlement machine, c'est au moment de la mise en service que s'arrêtent vos obligations, mais le CRA, vous êtes tenu pendant minimum 5 ans ou la durée de vie du produit. Donc à la limite, si on est fabricant il faut pas, et qu'on a des machines qui durent 30 ans, on n'a pas intérêt de dire qu'elles sont fiables et qu'elles durent 30 ans, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des coûts pas possibles. Et tout ça, c'est à intégrer. C'est une stratégie, quoi. Il y a des règlements, mais il y a une stratégie à tenir dans vos budgets. Voilà. Donc voilà une première réponse. Alors par rapport à tout ça, parce que évidemment, il y a des producteurs ici, il y a beaucoup d'industriels et des gens qui produisent des produits. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est vrai qu'on a souvent cette question de la part des clients. On le disait, on est entre la RED et le CRA. Donc nous, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours les mêmes approches et on a travaillé dans la continuité des services qui étaient proposés dans le cadre de la RED. Alors, le premier service qu'on propose, alors ça va être un classique, c'est du training. Comme on l'a dit, le scope du CRA, il est beaucoup plus important. Et on se rend compte qu'on a proposé beaucoup plus de training de notre côté que ce qu'on avait fait dans le cadre de la RED, où les clients étaient plus autonomes. Deuxième service qu'on peut proposer, c'est la classification des produits et la feuille de route qui va avec, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui ont des gammes de produits. L'idée n'est pas d'aller tester de façon tout azimut toute la gamme de produits, mais se dire on va uniquement sélectionner les produits les plus complexes et par extrapolation, on pourra derrière certifier l'ensemble de la gamme de produits. L'analyse de risque, évidemment, elle est importante. Elle était déjà très importante dans le cadre de la directive RED. Elle est de toute façon obligatoire pour le CRA. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'analyse de risque? Tout d'abord, on construit un data flow diagramme. L'idée, c'est de comprendre comment l'équipement est connecté, quels sont les flux de radio entrant, sortant avec cet équipement. On va extrapoler un modèle des menaces qu'on va scorer. L'idée avec l'analyse de risque, la vraie valeur ajoutée, c'est ce scoring qu'on fait sur les menaces. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, il peut y avoir des menaces qui n'auront absolument aucun impact, auquel cas ça ne sert à rien de les traiter. A contrario, il y a des menaces qui sont vraiment importantes qu'il faut traiter. Donc l'analyse de risque, la finalité pour le client, c'est de l'utiliser et donc de traiter donc, toutes ces menaces qui ont un score vraiment important. Ce qu'on peut également faire pour cette partie Active Reporting, c'est un gap analysis, notamment 62443-4.1, donc sur la partie process. Et là, ça va permettre aux entreprises de mesurer le delta entre ce qui a été implémenté et ce qui est demandé dans le cadre du CRA. Et enfin, dernière prestation qu'on peut faire, c'est les pentests. Les pentests, ils sont super importants parce qu'on n'a pas encore de standard harmonisé. Et comme on a dit qu'il y avait cet aspect application mobile, cet aspect IT, cloud, etc., le fait de réaliser des pentests, ça va bien évidemment permettre de renforcer le niveau de sécurité, mais également se préparer aux exigences du CRA. Typiquement, nos pentesters ont double casquette, c'est des évaluateurs RED, ce seront des évaluateurs CRA, mais aussi donc des pentesters, et du coup, ils pourront aider, aiguiller les clients pour répondre à ces exigences. Donc les pentests nous permettront d'avoir un premier état des lieux avant d'avoir les standards harmonisés. Alors justement, et ça c'est côté technique et côté effectivement plutôt juridique, plutôt relation client-fournisseur et responsabilité. C'est quoi la démarche? La démarche, pour nous, on a identifié étape numéro 1, identification des produits concernés par la réglementation. Voilà, ça c'est la première chose à faire. L'étape numéro 2 pour nous, c'est le SBOM, c'est-à-dire c'est l'inventaire des différents composants numériques que vous utilisez. Si vous les achetez, il faut faire remonter donc sur la filière pour récupérer toutes les informations pour savoir. Si c'est en open source, il faut savoir ce qu'on a utilisé. Ça, c'est vraiment la base de la base, puisque ça va permettre de démontrer qu'on a fait les choses et de remplir ses obligations. Ensuite, il va falloir formaliser la gestion des vulnérabilités. Qui est responsable? Comment je gère quand on en détecte une? Qui va faire la déclaration dans les 24 heures, sinon je suis en infraction? Qui va faire la suite dans les 72 heures? Et qui fait le rapport écrit dans les 2 semaines? Et ensuite, l'analyse des contrats pour nous, pour que tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent, il n'y aura pas énormément de choses à changer, mais il y a des points de vigilance à sécuriser
environ 4 qu'on a identifiées nous dans les contrats. C'est-à-dire qu'il y a 4 clauses. On n'est pas obligé de tout refaire, mais il y a 4 clauses qu'on doit intégrer dans vos conditions de vente ou pour permettre de ne pas mettre en risque la société, de limiter au maximum. Et il faut reporter aussi sur vos fournisseurs tout ce suivi sécurité pour ne pas se retrouver à gérer ça alors qu'on n'a pas les éléments. Voilà, nous c'est notre stratégie. Alors, petit point important, justement, quand on parle de responsabilité, et souvent on en a déjà parlé, c'est qui est responsable des mises à jour dans l'entreprise? Vous êtes fabricant de produits, votre client vous achète le produit, qui, in fine, est responsable de la mise à jour? Qui va s'en charger? Alors ça, c'est contractuel. Donc on parle avec beaucoup d'industriels fabricants, ils mettent la responsabilité sur le client, et il y en a d'autres, ils disent nous notre produit est trop technique, ça nécessite notre intervention, et qu'ils prennent cette responsabilité. Donc ça peut être choisi, c'est pas traité par la réglementation. Alors bon, voilà, c'est dit. Et deuxième point, on a parlé de la date de septembre 2026, donc plutôt la gestion des vulnérabilités. Je voudrais plutôt apporter des produits en legacy qui sont déjà... Parce que souvent, on pose beaucoup de questions là-dessus en disant mais ok, mais moi j'ai mes produits qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Est-ce qu'ils sont concernés par cette date de septembre 2026? Alors, si vos produits sont chez vos clients, il n'y a pas de difficulté. Ce qui compte, c'est la date de mise en service. Par contre, si vous avez des stocks qui n'ont pas été mis en service dans l'Union européenne, vous allez être obligé de les upgrader et de les mettre en conformité. Donc la réponse est duale. Et les produits qui sont déjà en place chez les clients, on n'a pas besoin de les mettre en conformité. Et qui sont soumis à une vulnérabilité activement exploitée. Ah bah là, on a juste l'obligation d'informer et on n'a pas, enfin juridiquement en tout cas, on n'a pas cette obligation de prendre en charge si on n'est pas intervenu sur le produit ou on l'a pas modifié postérieurement, juridiquement. Mais c'est vrai que contrairement à la RED où, comme le disait Delphine, c'est vraiment au moment où on commercialise le produit qu'on doit être conforme. Là, par contre, il peut y avoir des équipements qui sont déjà sur le marché. Si on détecte des vulnérabilités, il faudra que les fabricants soient vigilants et apportent les correctifs nécessaires. Forcément, en cybersécurité, on ne peut pas avoir des produits qui sont au top, conformes, et des produits qui cohabitent avec des vulnérabilités existantes. On dit que le niveau de cybersécurité est celui du lien le plus faible. Donc, pour qu'il y ait une cohérence, il y aura forcément cette notion aussi de mise à jour. Il y aura un débat sur qui prend en charge les coûts. Ça, vu que ce n'est pas prévu juridiquement, ce sera un débat commercial. Oui, et puis même on peut parler des clients qui nous sollicitent, qui ont des produits en marque blanche. C'est des gros sujets. Déjà, c'était problématique au niveau de la RED parce que qui prenait? Est-ce que c'est le bureau d'études? Est-ce que c'est le fabricant du produit en marque blanche? Est-ce que c'est... voilà, il y avait toujours ces questions-là. Mais forcément, le scope du CERA étant plus large, ces sujets, ils sont vraiment à traiter en amont parce que derrière, les conséquences, elles peuvent être... importante au niveau juridique et au niveau financier parce qu'il faut anticiper. Un projet CRA, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros si on parle des premiers tests, du training, des gap analysis et de la certification. Alors, actuellement, on en est où sur les Notify Body, les organismes de notification? Où est-ce qu'on en est? Parce que la date arrive quand même. Alors, la date arrive. Nous, donc, par exemple, chez Bureau Veritas ou LCI, on a fait les démarches pour être notifiés. C'est pas encore acté. Bon, a priori, il n'y aura pas de surprise. On l'a été pour la RED. Mais je pense que la question, il faut peut-être la traiter un peu différemment. C'est surtout se focuser sur cette première deadline de septembre 2026. Parce que finalement, nous, on va in fine évaluer dans la globalité le système, mais ce sera plutôt pour décembre 2027. Vraiment, cette première deadline de septembre 2026, là, les clients vont devoir prouver qu'ils ont vraiment tout implémenté, tout ce qu'il faut pour cette partie Active Reporting. Et vraiment, c'est là où il faut mettre le poids du corps. Ça veut dire que contractuellement, pour les fabricants, il faut déjà qu'ils gèrent ça avec leurs fournisseurs aux clients, d'intégrer cette date de 2026 dans toute la contractualisation. Il faut déjà que ça soit fait, notamment pour les produits existants et les produits futurs. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et il y a une autre chose qui me semble importante, c'est que quand vous faites une déclaration de vulnérabilité, ce n'est pas juste un document technique, ça doit être un document juridique puisqu'il faut que votre assurance prenne en charge
le problème. Donc il faut associer l'assureur, il faut avoir un document en dehors du document technique pour associer tout de suite l'assureur pour qu'il n'y ait pas des conséquences financières énormes pour l'entreprise. Il ne faut pas se limiter à l'aspect technique. La déclaration ENISA, c'est un acte juridique. Alors donc c'est important, donc ça veut dire que effectivement si je prends d'une manière un peu plus large, le CRA, c'est de la technique, c'est du juridique et c'est de la stratégie. C'est-à-dire que là on a un couple, un triptyque gagnant pour les entreprises. Il faut vraiment associer l'ensemble de ces acteurs dans la démarche conformité. Ça c'est un point très important, nous on le remarque, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Historiquement, on a tendance à travailler avec les équipes qualité, avec les ingés des équipes R&D. Le CRA, c'est notre paire de manches. Quand on parle de l'active reporting, en règle générale, sur les grands groupes, c'est plutôt les équipes IT qui doivent prendre le relais. Et le retour d'expérience que je peux vous faire sur les premiers rendez-vous clients, quand on leur pose la question qui va s'en occuper, pendant le meeting, la réponse c'est on ne sait pas encore. Sauf que la deadline, c'est septembre 2026. Ça veut dire que c'est anticipé. C'était aussi un peu ma conclusion pour aujourd'hui. C'est qu'il faudra anticiper les ressources, les budgets, etc. Et vraiment prendre conscience que pour le CRA, le scope est plus large. Et donc, c'est des ressources et des équipes différentes. Et un savoir-faire aussi différent. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il faut vraiment un travail de différents services. Et dans les entreprises que j'accompagne actuellement, nous, on associe le responsable achat au responsable bureau d'études, parce qu'en fait, l'acheteur, il faut qu'il comprenne les enjeux. Et ça va être l'aspect technique, va être géré, suivi des fournisseurs, des composants, etc. Ça doit être géré pour voir si le fournisseur, il présente les qualités nécessaires et il faut un référent absolument pour suivre ça, désigné dans l'entreprise, puisqu'il faut que tous les services se parlent et on sait comme c'est compliqué. Donc ça nécessite un référent sur ces sujets. Donc un gros travail, alors ça c'est la question, on est dans un salon industriel avec beaucoup d'entreprises qui représentent un petit peu tous les domaines de l'activité industrielle. Vous avez dû faire le tour. Moi je l'ai fait, ça fait 2 jours que je fais le tour. C'est vrai que quand on parle cyber ou règlement machine, les gens sont un peu inquiets, ou en tout cas voilà, on a du mal à tirer des informations, savoir où ils en sont, ce qu'ils ont fait, donc on sent quand même peut-être une difficulté de bien comprendre les enjeux. Est-ce que c'est le cas pour vous? Comment vous évaluez la prise en compte actuelle des industriels par rapport à ça, par rapport à la cyber? Oui, c'est sûr que c'est le cas. Ce que je pourrais dire aussi sur cette partie, parce que Directive Machine, on a parlé de différents secteurs. On a vu tout à l'heure, je citais l'exemple de l'auto et le médical, où on avait aussi des clients qui ont des gammes typiques de produits dans ces domaines-là, mais également des produits IoT. Et je pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est aussi de réaliser les bonnes prestations. Tout à l'heure, j'ai cité notamment l'analyse de risque qui est obligatoire dans le cadre du CRA. OK, pour la Directive Machine, dans quelle mesure mon analyse de risque elle va être pertinente côté Directive Machine et côté CRA? C'est pour ça qu'on a beaucoup de prestations qui sont transverses, mais qu'il va falloir adapter pour éviter de faire le travail en doublon. J'en parlais juste avant avec les collaborateurs de Navia aussi sur la partie automobile. Si j'ai la R155, R156 qui s'applique, mais j'ai aussi une navette qui est considérée comme de l'ADM, comment j'optimise mes services, comment j'optimise mes prestations, tout ça, ça s'anticipe pour être sûr de ne pas faire le travail en doublon, mais pouvoir capitaliser sur tout ce qui est fait, côté réglementaire, mais aussi côté métier, côté technique. Les entreprises n'ont pas forcément intégré. Malheureusement, ça c'est des sujets on s'en rend compte lors des rendez-vous. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de cette notion de classification de produits et de feuille de route. Typiquement, la feuille de route qu'on peut écrire avec ces entreprises, c'est pour optimiser les gammes de produits. L'idée, c'est vraiment de mettre le poids du corps sur les produits les plus complexes et par extrapolation, on pourra certifier l'ensemble des produits. Et également, éviter de faire ce travail en doublon, se dire, voilà, j'ai une navette qui est considérée comme un véhicule, mais aussi comme une DM. Comment j'optimise ces services-là? Mon analyse de risque, je dois la customiser, entre guillemets, pour qu'elle soit pertinente des deux côtés. Et ça, effectivement, ça s'anticipe et les entreprises n'ont pas toujours conscience de ça. Parce que sinon, on devrait faire le travail en double et forcément, l'investissement serait colossal et ça n'aurait même pas de sens. Pour moi, c'est très inégal. Je dirais que ça dépend de la localisation et de l'ampleur du groupe ou de la société. Donc, les grands groupes, on va dire qu'ils ont pris plus la mesure et ils sont en train de vraiment structurer les choses.
On va dire que côté asiatique, les Chinois, ils ont décidé de faire une action sur les marchés européens, donc ils vont être les premiers à se mettre en conformité et à investir pour bénéficier des qualifications d'après les échanges que j'ai eus. Ce que je ne pensais pas avant d'arriver au salon, c'est que vraiment, eux, ils veulent se positionner sur les marchés, ils ont une politique agressive. Donc eux, finalement, c'est un argument commercial qu'ils vont utiliser. Et après, c'est les fabricants, on va dire les fabricants français, quelle que soit leur taille, même des petites sociétés, oui, ils sont en train de mettre en place les choses et de se structurer parce qu'ils ont compris qu'ils étaient à risque, parce qu'il y a eu quand même quelques informations. Et il y en a pas du tout. Ils laissent faire les choses, donc c'est vraiment très inégal. Et une dernière chose, par rapport aux différentes réglementations, quand vous avez une déclaration UE à faire, il peut y en avoir une qui couvre toutes les réglementations, mais comme ce n'est pas les mêmes obligations, il va falloir faire attention à ce que chaque impératif soit bien mentionné, mais on n'est pas obligé de multiplier les difficultés. C'est possible de faire un modèle et d'en faire un seul sur lesquels les équipes travaillent. Moi, je ne suis pas pour la multiplication des choses. Je pense qu'il faut faire efficace et donc il faut faire quelque chose valable pour tout avec des variantes, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors là, ils ne sont pas prévenus, je vais leur faire un sale coup là. Je vais leur demander un truc à faire là tout de suite, elle a peur. En 3 mots-clés, ou allez, 2 ou 3 mots-clés, résumez-moi le CRA. Delphine, c'est peut-être toi. Puis moi, je ferai une conclusion aussi. 3 mots-clés. Vulnérabilité, suivi, anticipation. Ouais, bah je vais reprendre quelques termes de David. Non, franchement, l'anticipation, c'est vraiment le mot-clé. De toute façon, dans nos métiers, c'est l'anticipation. Les budgets, c'est des budgets qui peuvent être colossaux si on n'anticipe pas, justement. Pour nous, c'est pas cher. Et puis, je dirais les conséquences. Les conséquences pour les entreprises, voilà, si on n'est pas prêt, si on a des vulnérabilités pour l'image de marque, ça peut avoir de gros impacts. Donc il nous reste effectivement plus beaucoup de temps, 20 secondes pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien sûr, le CRA, c'est un changement majeur pour les entreprises, important. On a la chance d'avoir la directive READ qui est déjà en application, ce qui peut être un très bon outil pour pouvoir s'imprégner de ce qu'il faut faire, notamment en matière de notification, d'autocertification, de processus et de mise en œuvre. Il ne faut pas oublier que le CRA, c'est un règlement horizontal, application immédiate. On est dans les processus, on n'est pas forcément dans la solution technique. On attend encore actuellement des normes techniques qui vont être appliquées. Il y a encore un flou. Il existe la série des normes EN 40000 qui est en train de se mettre en place, qui sont en train de définir effectivement ces processus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être très vigilant et suivre toute cette actualité. En tout cas, oui. Et moi, je dirais qu'il faut surtout former les équipes à bien pouvoir faire des analyses de risque par eux-mêmes, parce que pour qu'à un moment, les entreprises soient autonomes, et leur expliquer aussi les réglementations, enfin, dans leur quotidien, leur opérationnel, concrètement, pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent et qu'ils intègrent les choses, parce que sinon, ils ne les intégreront pas. Exercice difficile, 30 minutes pour parler du CRA, je pense qu'on peut les applaudir. Parce que là, le timing, là, je ne peux pas continuer. Je pense qu'il y a des questions, vous pourrez effectivement leur poser, vous êtes là. En tout cas, merci d'être venu et bon courage.